Salut tous, j'espère que c'est bien. Aujourd'hui, le jeudi 8 mai 2025. Grosse vidéo aujourd'hui, les gars. Regardez ça, on a un BTC à quasiment 100 000 $. Alors qu'il y a à peine un mois, on était en train de galérer vers les 74 000. On a fait un rebond, mais incroyable. On a eu hier, vous allez voir, la conférence du FOMC, donc qui était super importante par rapport au taux d'intérêt. Donc vous allez voir qu'on n'a pas eu non plus une énorme surprise. On a eu ce qu'on attendait. Vous allez voir aussi un peu les prédictions qu'on va avoir par rapport aux baisses des taux d'intérêt, plus pour juillet, septembre. On va en parler. C'est hyper important de suivre ça. Sinon, dans cette vidéo, on va plus se concentrer à court terme sur ce qui se passe plutôt en daily sur BTC, aussi sur les altcoins. Vous allez voir sur les mêmes coins aussi qui reprennent pas mal d'ampleur et qui commencent à faire pour certains des retournements de structure qui peut être vraiment hyper intéressant en fait à choper, parce qu'en fait derrière des amplitudes de mouvements à prendre qui sont vraiment énormes et qui en fait sont à peu près équivalentes à ce qu'on a eu entre décembre et actuellement on a fait que baisser, mais cette fois-ci à l'inverse à la hausse. Donc la dernière vidéo que je vous ai fait là, qu'on a sortie il y a quelques jours, a été beaucoup plus focus sur les datas, les graphes long terme sur BTC, sur est-ce qu'on était toujours en bull run ou pas, est-ce qu'on reprenait la tendance du bull run. Donc je vous invite vraiment à aller voir la dernière vidéo qu'on a fait qui est voilà, plus centrée sur le moyen long terme. Et au final, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était plus une conclusion sur le fait que on avait un réel mouvement qui arrivait sur BTC, pas seulement un rebond comme on avait connu ces derniers mois, mais plus un retournement de tendance avec une dynamique haussière qui se relance avec une target comme objectif vers les 130 000, 150 000 $ pour en fait une dernière jambe haussière qu'on pourrait faire. Et je vais vous montrer aussi durant cette vidéo un indicateur qu'on a pas mal déjà regardé ensemble et qui arrive à chaque fois à trouver les tops de marché au niveau des bull runs et qui là cette fois-ci du coup, si on doit le respecter encore une fois et valider ce signal là qui nous donne à chaque top de bull run, ça nous emmènerait à un BTC qui serait même bien plus haut que 150 000 $. Donc voilà, à voir. Mais voilà, à court terme, on va plus se focus sur l'open interest, le funding. Je vais vous expliquer un peu voilà, qu'est-ce qui se met en place. Vous allez voir qu'on a des datas qui sont encore plus intéressantes que ce qu'on avait en novembre-décembre. Et aussi tout ce qui est ordre de vente, ordre d'achat qui sont très importants et qui pour l'instant nous bloquent au niveau des 100 000. Donc directement sur Twitter, on commence du coup avec une petite analyse weekly. Et après, du coup, je vais passer plus à court terme. Et ça, le 10 avril, je vous avais mis ce tweet. Alors ça remonte du coup il y a un mois où je vous parlais en fait vraiment de ce niveau-là qui était super important, là sur lequel on était, les 74 000 qui était en fait le bas du ruban en weekly qu'il fallait absolument tenir. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une superposition d'indicateurs qui nous donnait vraiment un point clé à ne pas franchir. Et c'était du coup le point des 174 000 qui est, vous voyez, le point des 45 de RSI là qu'on avait tenu donc les autres fois quand on revenait faire le bottom pour ensuite boum relancer, bottom boum relancer. Et en fait à chaque point bas, vous voyez, de la petite tendance baissière pour ensuite boum relancer une tendance haussière, point bas de la tendance baissière, boum pour relancer une tendance haussière. En fait à chaque fois on venait chercher le bas du ruban, chercher le bas du ruban, chercher ce niveau de RSI, pareil même niveau de RSI et aller chercher la zone de neutralité pour commencer à former un cross bullish au niveau du MACD, vous voyez, de même ici. Et du coup là on vise un peu la même chose avec le petit W sur le RSI, le MACD qui commence à croiser bullish et surtout le ruban, essayer de ne pas passer en dessous au niveau de la clôture weekly pour voilà, sauvegarder cette tendance haussière. Et là, si on le met à jour, ça a vraiment bien marché. Vous voyez, on va regarder le rebond pile un mois après, on a clairement eu un rebond. Maintenant, il faut break lancer un TH pour lancer une nouvelle jambe haussière. Et regardez, le ruban, en réalité, il est hyper pertinent en weekly parce que ouais, on est venu s'appeler dedans, on n'est pas passé en dessous. Et en fait, ça pour moi, c'était vraiment le signal du bear market. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué d'essayer de se dire quand est-ce qu'on passe en bear market ou pas. Parce qu'en fait, on peut se dire vas-y, on passe en bear market quand on est au top ici. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'on est en bear market? C'est ça qui est compliqué. Pour moi, quand on passe en bear market, c'est juste quand on casse en fait la dynamique haussière qu'on a. Et pour casser la dynamique haussière qu'on avait en weekly, en fait, c'était passer sous le ruban parce que ouais, ce serait faire un plus bas par rapport à l'ancien plus haut qu'on avait ici. Donc c'était voilà, passer en dessous des 70 000 et casser ça. Du coup, ça n'a pas été le cas. On a eu un joli rebond qui a été effectué sur ce ruban-là. Au niveau du RSI, pareil, ouais, on a eu le W ici qui a relancé le RSI. Et vous voyez, le MACD est là à deux autres croisés. Normalement, ça devrait se faire durant le mois de mai, là, durant les prochaines semaines. On risque d'avoir le croisement bullish sur le MACD. C'est une très bonne chose parce que rappelez-vous, alors c'est pas une science exacte. Des fois, oui, on a du croisement du MACD qui a duré 2 semaines, 3-4 semaines. Mais la majorité du temps, surtout dans les tendances comme ça, vous voyez, quand on a un croisement, en fait, après, boum, ça se déroule pour plusieurs mois. Croisement bearish, vous voyez, pareil, plusieurs mois de baisse. Ensuite, croisement bullish, plusieurs mois de hausse ici. Et ensuite, croisement bearish, plusieurs mois de baisse. Et là, on repasse en croisement bullish. Donc, on peut espérer plusieurs mois de hausse qui coïnciderait avec voilà, une fin d'année 2025 plutôt haussière. Et ce que j'explique, c'est que voilà, ça risque de prendre du temps, de faire un nouvel ATH, de repartir en tendance haussière. Parce qu'en fait, juste là, on est aux 100 000, mais on peut très vite monter aux 108 000, 110 000, revenir à l'ATH. Mais buter au niveau de la TH, se faire rejeter, prendre un peu le temps avant de passer. Et ça, en fait, ça peut prendre tout l'été. Ce que j'explique ici, c'est que ça risque de prendre du temps, sûrement pour cet été ou même, voire septembre, plus pour la fin d'année. Et ça risque de coïncider aussi avec la baisse des taux d'intérêt de la Fed. Et du coup, en termes de target, je dis 130 000, 150 000 $, ça paraît raisonnable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand vous voyez,
on dépasse ATH, boum, on pète, on dépasse ATH, boum, on pète. Là, de nouveau, si on dépasse ATH, boum, on risque de péter. Et à chaque fois, en fait, on diminue un peu, j'ai l'impression, cette amplitude qu'on prend à chaque cassure de l'ATH. C'est-à-dire que là, ouais, par exemple, d'ici à ici, on a pris genre un 100%, d'ici à ici, on a pris un 50%. Donc là, on pourrait estimer prendre un 25%, ce qui emmènerait environ vers les 130 000, 150 000 $. Mais je vais quand même vous montrer un indicateur, vous voyez, sur TradingView qui, lui, annonce un top beaucoup plus haut par rapport à ce qu'il nous a déjà dit. Enfin bref, ce qui est important, très important, c'est les data macro US. Et surtout, vous allez voir la conférence FOMC qu'on a eue hier par rapport du coup au taux d'intérêt qui est là, je pense que vous en avez assez entendu parler ces dernières semaines, derniers mois. C'est vraiment le point clé là pour le marché, les taux, la baisse des taux d'intérêt qui est énormément attendue pour le marché, quoi. Et la baisse des taux d'intérêt, elle est liée par rapport aux data en fait, donc de l'économie US qu'on a, donc suivant donc les indices, que ce soit au niveau, comme par exemple là ici, l'indice de la croissance, l'inflation, les emplois non agricoles, le taux de chômage, on en a plein d'autres aussi que je vous passe assez régulièrement, mais aussi surtout l'inflation en fait. Et tout ça est lié par rapport à l'inflation, et si l'inflation va dans le sens de la Fed, et ben ils vont plus ou moins être tranquilles par rapport à leur taux d'intérêt. Et donc nous, notre but, c'est que tous ces chiffres-là soient bons pour que l'inflation se calme et que ça aille dans le sens de la Fed pour que eux baissent leur taux d'intérêt et qu'ils n'aient pas besoin de les remonter pour contrer l'inflation. Bon, malgré, vous allez voir les chiffres que je vous montrais qui sont plutôt positifs, on a quand même, voyez, la croissance se contracte, attention. Et la donnée en fait qui a marqué cette semaine, c'est la contraction de la croissance américaine qui a vu son PIB diminuer de 0,3% sur le premier trimestre. Donc c'était un chiffre qui est bien plus grave que ce qui était attendu, ce qui du coup alimente un peu ce risque de récession. Alors récession, on entend énormément ce mot-là, et au final, il arrive vraiment peu de fois en fait. Souvent on l'utilise pour peu de fois ça arrive, mais c'est vrai que les peu de fois où ça arrive, ça fait très mal. Et les récessions, on avait déjà pas mal entendu en 2022 par rapport à l'inflation qu'on avait, etc. Mais au final, c'était pas arrivé. Là, on commence en fait à chaque baisse. De toute façon, là, vu qu'on rebaisse, on le entend aussi arriver. Et c'est toujours compliqué parce qu'en fait, une récession, souvent, ça arrive quand on s'y attend pas. Et c'est toujours pareil aussi. Une récession, ça met du temps en général à se mettre en place. En fait, c'est un changement économique qui arrive et c'est toujours un peu le même processus, j'ai l'impression, où en fait, il y a eu une dérive économique, je sais pas comment je peux appeler ça, mais qui a été dans l'abus, qui crée du coup derrière une récession. Certains parlent de 2026. C'est vrai que ça coïnciderait bien avec le bull run, pour qu'on finisse ce bull run. Ensuite, on part en bear market et on a une récession avec. Mais bon, on n'y est pas encore. On va plutôt se concentrer sur les chiffres à court terme. On a eu donc que des bons chiffres. Le seul qui n'a pas été bon, c'est le taux de croissance PIB, qui a été en dessous de ce qui était prévu. Par contre, pour le reste, le plus important, c'est le PCE. Le PCE, donc, qui est l'inflation. PCE, donc, au niveau YoY et MOG, donc c'est au niveau de l'année et mensuel. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est plutôt le corps, parce que c'est ce qui est privilégié par la Fed. C'est ce que va privilégier la Fed comme chiffre. Et ils ont tous été bons, que ce soit les normales ou le corps. Ils ont tous été dans les prévisions qui étaient attendues. Ça a été la même chose pour les emplois non agricoles, qui ont été bons, et le dernier pour le taux de chômage qui a été bon aussi. Donc au niveau des chiffres, on n'est pas trop mal au niveau de la Fed, même si il faut faire attention à cette croissance qui se contracte par rapport à la récession. Et la deuxième chose qui était du coup le plus important par rapport à la journée d'hier, c'est le FOMC du 7 mai 2025. Donc je vous rappelle la conférence de Jérôme Powell par rapport au taux directeur de la Fed, donc ce qui vont ou pas changer les taux d'intérêt. Et en fait, ce qui était attendu en termes de probabilité, c'était des taux inchangés. Donc on n'a pas eu de surprise par rapport à ça. La Fed maintient ses taux à entre 4,25 et 4,5%. Ensuite, ils ont ajouté quelques autres mentions dans la conférence, comme l'inflation était préoccupante. Elle reste au-dessus de l'objectif de 2,4% qui a été mis en mars. Ensuite, ils ont quand même une crainte de stagflation, c'est-à-dire que la croissance est faible et l'inflation élevée. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut pour une économie en croissance et donc pour les marchés. Et aussi, ils ont une approche prudente, pas de baisse de taux pour l'instant. La Fed attend plus de clarté. Et au niveau des pressions politiques ignorées, la Fed résiste aux appels de Trump à baisser les taux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors on l'avait déjà passé aussi en vidéo, mais Trump voulait même virer Powell en disant vas-y, je veux que tu baisses tes taux d'intérêt pour stimuler un peu l'économie. Et en fait, lui, Trump, ça l'arrange de baisser les taux d'intérêt pour que les marchés montent, etc. pour son mandat. Mais vu que la Fed, ils sont indépendants en fait par rapport à Trump, et du coup, il n'a pas de pression en fait à prendre Powell de la part de Trump. Du coup, il n'a pas bougé. Il a dit on ignore ce qui se passe et il garde sa ligne directrice. Et franchement, je trouve qu'il fait un super taf, Powell, parce qu'il a tellement de choses à gérer, ça doit être tellement dur à sa place, et je trouve qu'il le gère plutôt bien. Et donc là, du coup, pour la prochaine baisse des taux d'intérêt, pour quand ce sera en fait? C'est surtout ça la question. Quand est-ce qu'on va avoir cette baisse des taux d'intérêt? Et ce qui risque de se passer, ce que je dis ici, il faut s'attendre à une baisse des taux d'intérêt dans 2 mois pour juillet. Le marché l'anticipe déjà actuellement, mais c'est vrai que ce qui est probable, c'est qu'on ait une baisse des taux d'intérêt qui soit prévue pour juillet
ou même pour septembre. Ce sera soit les deux, soit on aura juillet ou septembre, soit ce sera peut-être plus pour septembre si on a quelques mouvements qui se passent au niveau de l'inflation d'ici là. Et voilà, il faut s'attendre forcément à une baisse des taux d'intérêt pour juillet ou septembre. Et ça, du coup, le marché est déjà plus ou moins en train un peu de le pricer. Mais tant que c'est pas une certitude, le marché l'a pas encore pricé à son maximum. Donc on va voir, mais en tout cas, pour les prochains mois par rapport à la baisse des taux et donc par rapport au marché, c'est plutôt positif, quoi. On est plutôt dans une bonne dynamique. Bon, au niveau des graphes, du coup, le seul tweet que j'ai à vous passer, que je vous ai fait tout à l'heure à court terme, c'est celui-là. Donc, il nous donne toutes les infos qui sont importantes par rapport au contexte qu'on a en daily à court terme. Regardez ça déjà au niveau de BTC. Très très propre. Franchement, on a eu notre break ici. On n'a pas fait le pullback là sur le ruban. Bon, c'est un peu dommage. C'est ce que j'attendais pour rentrer sur BTC. Finalement, j'ai pas eu cette opportunité-là. Derrière, on a reformé une petite structure haussière, boum, on casse, là on va chercher les 100 000. Bon, ce qui est super intéressant, c'est qu'au niveau des 100 000 $, on va aller le voir après, mais on a un petit ordre de vente de 300 BTC qui nous attend, et c'est le seul ordre de vente, gros ordre de vente qu'on a devant nous, et en vrai, c'est assez léger, vous voyez, 300 BTC, on a déjà eu du 500, 600, 900 BTC parfois sur les 100 000 $. Là, 300 BTC, ça peut être absorbé assez facilement, ça peut être absorbé durant les prochains jours, sans problème. Et ce qui est excellent, c'est l'open interest et les funding. Ouais, l'open interest, on est sur un plus haut historique quasiment. C'est-à-dire que là, on se retrouve sur les mêmes niveaux qu'on avait en décembre plus haut. Je vous fais une petite piqûre de rappel rapidement. L'open interest, c'est quoi? C'est le nombre de trades qui sont ouverts, qui sont en position actuellement. Donc en fait, plus on a de trades qui sont ouverts, plus on a de positions qui sont ouvertes et qui sont pas trop clôturées. Donc en fait, on a un nombre de positions totales qui sont ouvertes actuellement. Et bien plus ce niveau-là est élevé, et bien plus du coup l'open interest monte. Donc ça veut dire qu'actuellement, on a énormément de positions, on est sur un matriage. Donc on a voilà, pour la première fois autant de positions, enfin depuis décembre, qui sont ouvertes sur le marché. Alors que le marché n'est pas encore à son TH. Vous voyez, on est à 100 000 $, alors que quand on était ici, on était à 108 000 $ quand on avait fait ces pics-là. Et donc, attention, l'open interest en lui-même, ça ne veut pas dire que c'est forcément bullish ou bearish. C'est pas parce qu'on a l'open interest qui monte que c'est forcément bullish. Ensuite, il faut combiner ça en fait avec d'autres indicateurs. Et je trouve personnellement, ce que représente bien l'open interest, c'est la liquidité qui apporte. Enfin, c'est pas l'open interest qui apporte la liquidité, mais c'est un peu un indice de la liquidité qu'il y a sur le marché. Plus l'open interest en fait monte, plus il est élevé, plus ça veut dire qu'il y a de l'activité sur le marché, plus ça veut dire qu'il y a de la liquidité qui rentre sur le marché. Et donc c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on n'est pas juste sur un rebond sur BTC pour ensuite, boum, redescendre plus bas, enfin faire un plus bas et partir en bear market. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur une dynamique haussière qui est assez soutenue par le marché parce qu'il y a de la liquidité assez forte qui rentre. Et quand si vous voulez un open interest comme ça qui monte assez fort avec un marché qui monte aussi, ça veut dire qu'on est sur une tendance haussière qui est assez forte, qui est soutenue par la liquidité qui est rentrée en cours. Mais surtout, la deuxième chose à regarder et qui est, je trouve, le plus pertinent avec l'open interest, c'est les funding rates. Et les funding rates, vous voyez, ils sont à 0,0024. Là aussi, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc les funding, c'est pareil, c'est dans les contrats à terme aussi, dans les contrats futurs, donc au niveau des dérivés sur BTC. Donc la même chose que l'open interest, mais là c'est par rapport aux short et aux longues. Donc quand on a les funding qui sont positifs, donc comme actuellement, ils sont positifs d'un tout petit peu, mais ils sont quand même positifs, ça veut dire que on a plus de longues en position que de short. Et donc les longues payent les shorts. C'est-à-dire que si vous posez un long, vous allez devoir payer des frais pour les gens qui shortent. Et inversement, si vous shortez alors que les fundings sont positifs comme ça, et en fait les longues vont vous payer des frais. Vous allez gagner de l'argent sur les frais. Et après inversement, si les fundings sont négatifs, en fait c'est les longues qui vont être payées au niveau des frais et les shorts qui vont du coup payer des frais pour les longues. Bon, du coup ça c'est un peu la définition des fundings, mais du coup à quoi ça sert? À quoi ça correspond d'avoir un funding qui est positif ou négatif? Enfin, quel est son impact par rapport au marché? Moi, je trouve personnellement, c'est un indicateur parfait pour savoir si on est dans le FOMO ou pas du marché. Si ou pas, on est dans un état d'euphorie et que faut faire attention. Là, actuellement, c'est pas du tout le cas. Parce qu'on a les fundings qui sont bas. Et en fait, plus on a les fundings qui vont monter, c'est-à-dire que par exemple, imaginons on a les fundings qui sont, 0,1, 0,3, qui sont assez élevés, et en fait, ça veut dire qu'on a énormément de gens qui long, beaucoup plus que de short. On a quasi tout le monde qui long. Et du coup, comme vous connaissez le marché, comme à chaque fois, si on a tout le monde qui commence à long, ça veut dire qu'il faut faire attention, parce que le marché, en fait, il peut commencer à faire boum, des grosses mèches à la baisse pour liquider les longues, parce qu'il y en a trop en fait. Et le marché ne va pas laisser gagner tout le monde, donc il va punir un peu les gens. Inversement, si on a des fundings qui sont assez bas comme actuellement, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en train de long. Il y a quand même plus de long que de short, parce qu'on est dans une tendance haussière, avec le terrestre qui explose, et vu que le marché est haussier, les gens ont plus long que short. Mais on n'est pas dans un FOMO, c'est-à-dire que là, il y a encore pas mal de gens qui sont sur la retenue, et on a encore pas mal de shorts aussi qui sont en position. Ce qui veut dire que on n'est pas sur un FOMO au niveau des longues, on n'est pas sur une euphorie au niveau des longues, on n'a pas tout le monde qui est en train de long. Et ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que le marché n'a pas atteint encore son niveau de FOMO. Donc, en fait, il a encore de la marge pour monter. Ce qu'on peut interpréter
en additionnant les funding bas avec le point d'intérêt qui est haut. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre encore à un mouvement beaucoup plus conséquent en fait, sur le marché. Et que pour l'instant, le marché, il est très tendu. En fait, on a beaucoup de positions, c'est très tendu, mais on n'a pas eu encore l'explosion. Et c'est un peu le même schéma qu'on avait en novembre-décembre, où, quand rappelez-vous, on était vers les 70 000, 80 000, et on faisait que monter là au niveau de novembre. Et ben, en fait, on avait un peu le même scénario où on avait les open interest qui faisaient que monter, qui étaient en ATH, et les funding qui restaient très bas. Et parce qu'en fait, il y avait encore beaucoup de shorters et les gens ne croyaient pas à ce mouvement. Et du coup, ça faisait que, boum, on pouvait enchaîner, jusqu'au moment où les funding commençaient à monter trop haut et on commençait à avoir un peu plus de FOMO du côté des longs. Et là, du coup, boum, ça punit à l'inverse. Donc, voilà pour ça. Et donc, pour revenir un peu sur les ordres de vente et d'achat que je viens de vous montrer juste avant, vous voyez, alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a eu un bug. Vous voyez, sur Stringlight, on a eu des bougies en moins. Là, on a eu plein de problèmes. Mais bref, il est revenu. Mais vous voyez, le seul ordre de vente qu'on a devant nous, c'est celui-là. Alors, ouais, c'est intéressant parce que du coup, il est pas mal rechargé. On était à 226 BTC à ce moment-là, qu'on est venu le toucher avec la mèche. Et là, du coup, on était à 300 BTC que j'ai mis sur Twitter. Et là, on a 341. Et c'est même possible que du coup, ça continue à s'additionner. Quand on est en dessous des 300, ça va, ça peut être absorbé facilement. Mais c'est vrai que plus on augmente, plus c'est compliqué. Là, on est à 341, ça va encore. Mais si on commence à passer à 400, 500, 600 BTC, ça va être beaucoup plus compliqué à absorber comme niveau, en fait. Bon, ici, on dézoome un peu. On peut regarder un peu les zones clés qu'on a là. Forcément, ça va être vers la TH. Ouais, là, on a du coup les 100 000. On a ici les 105 000. Donc, c'est un peu tous les chiffres ronds. Mais ouais, pour l'instant, c'est assez léger. Et les 110 000 où on a 200 BTC. Mais c'est peu, parce que rappelez-vous, à l'époque, là, quand on était là, on avait beaucoup trop de BTC. Vous voyez, on avait 1000 BTC, quoi, quasi. On avait 700 et quelques, 800, vous voyez, là, c'était 900, c'était n'importe quoi. En fait, on avait énormément de BTC en attente de vente. Et vu que là, on a le temps de bien dégonfler et de remonter tranquillement, en fait, les gens, ils sont pas encore à fond sur le fait de mettre des grosses positions sur BTC et de vendre des grosses positions aussi sur les niveaux clés comme ça. Donc, vous voyez, là, sur les 110 000, 200 BTC, sur les 120 000, 300. Donc, ça, c'est encore léger. Après, il faut se dire que plus on va monter, plus aussi ça va accumuler. Donc ça, on regardera plus à court terme au fur et à mesure du temps. L'autre chose que je veux voir avec vous, c'était les liquidations. Les zones de liquidation. Donc quand on passe en 2 semaines, vous voyez, on voit que du coup, on allait chercher les liquidations de short au fur et à mesure. C'était pas non plus un énorme short squeeze. C'est-à-dire qu'on allait chercher les liquidations de short parce qu'il y en avait, mais c'était pas non plus démentiel. On a eu plus de liquidations de short que de long, forcément, mais c'était pas des milliards comme on a eu à l'inverse quand on a chuté complètement. Par contre, là où il faut faire gaffe, c'est qu'on a quand même pas mal accumulé de liquidations de nouveau vers les 93 000 en dessous. Et ça peut être une zone qu'on peut revenir tester au niveau des 92 avec ce niveau de liquidation qu'on a ici. Donc même si on a un open interest et un funding qui vont dans le sens de BTC, c'est pas impossible qu'on ait une petite décharge à court terme pour venir chercher ces niveaux-là et ensuite, boum, répéter. Par contre, ce qui est intéressant avec le point interest et le funding, c'est que à plutôt, je dirais, court moyen terme, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est vraiment de bonne data en fait d'avoir ça. Bon, si on passe sur BTC, vous voyez, du coup, on avait une petite structure haussière, boum, on l'a cassé vers le haut. Moi, ce que j'attendais vraiment, c'était le retour sur ce ruban, mais bon, on l'a jamais eu. C'est trop dommage parce que moi, je visais vraiment le retour sur ce ruban-là pour prendre position et ensuite surfer la tendance haussière. Finalement, ça n'a pas été le cas. On est venu un peu s'appuyer sur le support des 92, mais on n'est jamais revenu vraiment dans le ruban. Donc c'est pas grave, j'étais un peu en retrait, j'attends toujours, et je me précipite pas. Derrière, comme je vous montrais juste avant, vous voyez, on a beaucoup de liquidations dans cette zone-là au niveau des 93-92, donc ça peut toujours être quelque chose de faisable, vous voyez, de venir chercher cette zone-là, en plus ça coïnciderait avec le ruban, pour ensuite remonter. C'est pour ça que pour l'instant, je me précipite pas trop, même si c'est vrai qu'on a des super data. Pour l'instant, tant qu'en fait on est dans ce niveau de range entre les 108 et les 92 ici, on peut tout avoir. C'est-à-dire, oui, un peu comme on a eu ici, on peut avoir énormément de pièges dans tous les sens. On peut très bien redescendre, puis remonter, puis redescendre, etc. Avant de casser, on peut avoir beaucoup de pièges dans ce style qui vont pas forcément être faciles à trader. Parce que même si le but et l'objectif, ça va être de passer au-dessus de ce niveau et que pour y aller, il va falloir forcément monter, on peut avoir pas mal de pièges entre-temps. Ce qui va être vraiment intéressant, et je pense là où, moi personnellement, je vais vraiment mettre de grosses positions sur BTC, c'est qu'en fait, on va faire un nouvel ATH. Quand on va commencer à break ça par le haut et à repartir en tendance haussière, en fait, on risque de faire le même schéma qu'on avait à chaque fois depuis le début de ce bull run avec des marges d'escalier où à chaque fois, vous voyez, on est ici, boum, on pète l'ancien plus haut et boum, on décolle. On pète l'ancien plus haut et boum, on décolle. On pète l'ancien plus haut et boum, on décolle. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, du coup, de nouveau, on pourrait faire pareil et on pourrait aller chercher la target des 150 000, 130 000, 150 000, ça paraît raisonnable. La target, tiens, l'indicateur que je parlais tout à l'heure en intro, qui lui vise beaucoup plus haut, c'est le P-cycle indicator. Je vous en ai déjà pas mal parlé, mais en gros, rapidement, on va le mettre sur ce graphe, ce sera un peu plus propre. Vous voyez, le P-cycle indicator, à chaque fois, il nous trouve les tops de marché. Vous voyez que ce soit en 2013, 2013 ici, à quelques jours près, 2014, 2017, 2021. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là sur YouTube, il nous avait donné le signal ici en avril 2021. C'était complètement lunaire parce qu'il nous l'a donné à 2 jours près. Et en fait, là, vous voyez, il est vraiment monté progressivement avec les phases de hausse qu'on a eu sur BTC. Mais ce qui est fou, c'est qu'actuellement, il est encore beaucoup plus écarté que ce qu'on avait, par exemple, vous voyez, ici. Et c'est parce qu'en fait, le marché, il prend le temps de respirer. C'est-à-dire que vraiment, il ne monte pas en ligne droite qu'on avait ici en 2021 ou en 2017. Alors, ça se rapproche un peu plus de 2017 que 2021, mais c'est encore plus espacé où vraiment, il prend son temps. Vous voyez, il monte,
prend son temps, il remonte, il prend son temps, il remonte, il prend son temps. Et du coup, le physique indicator, il n'a pas le temps de se rapprocher. Et du coup, ça va créer un écart qui est énorme. Et en fait, là, je me dis, ouais, l'écart qu'on a là, c'est peut-être l'équivalent de ce qu'on avait, par exemple, ici. Ou en 2007, l'équivalent de ce qu'on avait quand on était, par exemple, je sais pas, par ici. Donc, pour que les deux courbes ici commencent à se croiser et à revenir là, par exemple, il va falloir une hausse du cours, mais qui va être juste énorme. Donc cet indicateur-là, moi je l'ai beaucoup regardé dans le passé parce qu'il était super intéressant et à chaque fois il me donnait des top de signal. Mais là pour ce Blue Run, j'ai un doute parce que je me dis, pour qu'il croise, ça se trouve il faut que le BTC il monte très fortement, très rapidement à 200 000, 250 000 $. Alors peut-être pas 250 000, mais plutôt 200 000. Et perso, je pense pas que je vais attendre BTC à 200 000 $ pour sortir du marché. Mais bon, après comme moi, je pense, enfin la plupart d'entre vous, je pense, vous êtes plutôt sur les altcoins. En fait, je pense que la majorité des particuliers, que ce soit, moi je me comprends dedans, mais aussi des particuliers qui investissent sur les cryptos, on est plutôt centré sur les altcoins. La plupart des gens, j'ai l'impression, sont sur les altcoins, pas par rendement qui sont plus intéressants, mais après, il y a plus de risques aussi. Et du coup, ce qu'on attend plus, c'est du coup la reprise haussière de BTC à la hausse. On va voir comment réagissent ces altcoins. C'est fortement probable que ça fasse comme on a eu en novembre-décembre. BTC part très fort de son côté. On a des altcoins qui commencent à prendre un peu plus d'ampleur, mais on n'a pas non plus une alco saison de fou. Et c'est uniquement après qu'on a la alco saison qui arrive avec le versement de l'équité qui se passe. Et en fait, c'est très probable au niveau, comment je pourrais dire, au niveau psychologique, je sais pas comment on peut appeler ça, mais au niveau de la foule des marchés, parce qu'en fait, vu que on a déjà eu ce scénario qui s'est produit, on a eu BTC qui est monté fortement ici, et que les altcoins derrière, on attendait tout ce qui est né que saison ici et qu'elle n'est pas arrivée. Et en fait, si BTC reproduit la même chose, il nous refait une grosse tendance haussière, et ben, on a la majorité des gens qui vont être dans le fait qu'il n'y aura pas d'alco saison. Et dans le fait que si BTC monte ici, et ben, à ce moment-là où on aura range, où on va commencer à calmer sur BTC, en fait, là, on n'aura pas d'alco saison parce que les gens vont dire que ça va être la même chose que ce qu'on a eu ici. Et donc, ils ne vont pas être dans l'attente d'une alco saison. Et donc, c'est pour ça qu'on risque d'avoir une alco saison, parce qu'on n'aura pas d'attente en fait d'alco saison. Et ça a toujours été un peu ça. En 2017, par exemple, on a eu l'alco saison à la toute fin du bull run. Et personne ne s'y attendait, parce que les altcoins, bon, c'était la première fois qu'ils explosaient, mais personne ne s'attendait au fait qu'on ait autant de performance sur les altcoins. Et en 2021, je m'en souviens qu'on attendait tous une alco saison pour la fin du bull run, parce que c'est ce qui s'était passé en 2017. Et en fait, finalement, on l'avait eu plutôt au début du bull run, en genre de janvier, février, mars, avril. Et pas du tout vers novembre à la fin du bull run comme en 2017. Et là, ce qui est drôle, c'est que de nouveau, en fait, on fait l'inverse que ce que pense la majorité des gens, dont moi, où en fait, on pensait tous avoir une saison là pour le début d'année comme en 2021, alors qu'en fait, pas du tout. On l'aura peut-être sûrement plus pour la fin d'année comme en 2017, là où la majorité des gens s'y attendent pas. Donc voilà, à voir. Ce que je vais vous montrer aussi, c'était le gap CME. Vous voyez, en daily, on a un petit gap CME ici sur BTC. Si je dis pas de bêtises, normalement, il n'a pas été comblé. En une heure, il n'a pas été comblé. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez ça coïncide. Vous voyez, on est sur les 92. Donc, on pourrait avoir vraiment un pullback ici qui pourrait être super intéressant. On revient sur le point pivot du bas du range ici, à tester en pullback. On vient tester le gap et on vient chercher les liquidités, les liquidations de short qui sont pas mal nombreuses à 92-93 000. Et aussi, au passage, on chope le ruban qui nous permet de nous relancer. Donc, ça peut être un bel endroit pour poser un long si jamais on revient. Bon, voilà pour BTC. Je voulais passer sur Ethereum parce que Ethereum nous a fait ça, boum, grosse bougie verte. Je pense que Ethereum va redevenir intéressant parce qu'en fait, j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais allez voir la vidéo d'Asher où il explique un peu qu'est-ce qui se passait sur Ethereum. On a eu pas mal de déceptions à court terme parce qu'en fait, il y a eu des choix qui ont été faits sur la blockchain Ethereum qui n'ont pas du tout favorisé le court terme, mais beaucoup plus le long terme. Et en fait, ça, je pense que c'est plutôt bénéfique pour la blockchain au final à long terme. Et du coup, les investisseurs, le marché va plutôt pricer ça quand le marché va se relancer. Et on risque d'avoir un retour d'Ethereum qui va être beaucoup plus intéressant, je trouve, à surfer que par exemple à un Bitcoin qui est déjà beaucoup plus haut. Et c'est vrai que Ethereum, il y a beaucoup plus de risques en fait à rentrer là-dessus parce que tu n'es pas sûr qu'il va autant performer que le reste du marché, vu que pour l'instant, ça a été dégueulasse là, sur les derniers mois. Mais derrière, l'amplitude de rattrapage qu'il doit faire, juste pour revenir sur TH. Non, mais ça, c'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais BTC, il est déjà genre 30%, 20-30% plus haut, même plus 40% plus haut que son ATH. Alors que Ethereum, il a 157% de son ATH. Genre, c'est une dinguerie. Si on compare les deux, BTC, lui, actuellement, il est déjà ici, par exemple. Il est déjà par là. Alors qu'Ethereum, lui, il est là, quoi. C'est comme si BTC, actuellement, il était genre à je sais pas, à 30 000, quoi. Ethereum, il est quasi aussi bas que son plus bas, là, de FTX. Donc, c'est quand même une dinguerie. Et donc, il a un mouvement d'amplitude à prendre, Ethereum, qui est juste énorme. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et surtout, là, à court terme, on peut avoir une petite, alors c'est plutôt en daily, on peut avoir une petite épaule tête épaule qui peut se mettre en place, inversée, vous voyez, où on peut avoir ces structures-là qui se mettent en place, où on a une sorte d'épaule tête épaule. Bon, on va voir pour c'est vrai qu'elle n'est pas très propre. Mais on n'est pas sur une phase de rebond comme on l'avait à chaque fois,
ou on rejetait plus bas. Là, on est vraiment, comme sur BTC, sur vous voyez, un retournement de tendance où cette fois-ci, là, on casse un peu cette dynamique baissière. On ne fait pas juste un rebond là pour boum, redescendre plus bas. Avec cette bougie-là qu'on est en train de faire, on est en train de passer au-dessus des plus hauts qu'on avait ici. Et vraiment le niveau le plus clé qu'on va avoir, c'est celui-là. Et au moment où on passera au-dessus, on sera vraiment sur une inversion de structure en fait tout simplement. Donc ouais, ça peut valoir le coup de le jouer. Moi je me tâte à essayer de me trouver une entrée sur Ethereum pour rejouer un gros long comme j'avais pu faire à ce moment-là quand on était parti d'ici à ici et finalement après je m'étais fait sortir à ce moment-là sur cette mèche. Et du coup rejouer ça à l'inverse en jouant le prochain mouvement de hausse qui pourrait suivre avec BTC. À voir. Et surtout, regardez ETH BTC, putain là, franchement c'est abusé, hein. Ce graphe là il est lunaire. On revient les gars sur, non mais ça c'est lunaire, franchement c'est lunaire chez lunaire, on revient sur le niveau, les gars, qu'on avait en septembre 2019. Ça veut dire qu'on n'a jamais été aussi bas qu'il y a 5 ans. Genre sur 5 ans, on revient sur le niveau qu'on avait il y a 5 ans. C'est fou. C'est-à-dire que là, du point où on est actuellement jusqu'au plus haut qu'on a fait ici en 2021, on a 343% à aller chercher. C'est-à-dire que vous prenez la performance de BTC et vous additionnez 343%. Et ça fait du coup la performance d'Ethereum s'il revient à ce niveau-là. C'est complètement fou. Donc ouais, il y a sûrement un gros truc à jouer. Ensuite, rapidement, les marches tradis, je voulais vous passer le S&P à court terme. Alors, regardez en weekly, je l'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo, mais en gros, on est vraiment sur une sorte de V-bottom là qu'on est en train de faire. Et pour valider ça, il ne faut pas juste faire un rebond et faire un truc comme ça. Il faut vraiment commencer à passer au-dessus des niveaux clés qu'on a ici. Vous allez voir qu'en daily, c'est ce qu'on est en train de faire. Et surtout, faire un nouveau plus haut pour que ce soit validé et qu'on reparte en dynamique haussière. Mais pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Surtout qu'en DI, voyez ça, de nouveau le ruban qui est aussi très intéressant sur les S&P, où vous voyez, depuis le début, on s'est rejeté, on revient ici le tester, on s'est rejeté, on s'est rejeté, on s'est rejeté. Et là, oui, c'est la première fois depuis la baisse qu'on a ici en février 2025 qu'on passe au-dessus. C'est-à-dire qu'on vient s'installer au-dessus, on vient même chercher le petit pullback, et là, le but ensuite, on va essayer de remonter. Donc là, on est vraiment pareil, on n'est plus sur un simple rebond qu'on avait ici en daily pour jeter plus bas, on commence à être sur une inversion de structure pour relancer une tendance haussière. Et le Nasdaq, ouais, c'est exactement la même chose qu'on fait par rapport à l'S&P. Donc ouais, ça s'annonce plutôt bien. Maintenant, à voir, on est toujours dépendant, comme d'habitude, des frais de douane de Trump, des mouvements politiques de Trump qui sont assez incertains et du coup le marché n'aime pas du tout. Et surtout, des taux d'intérêt de la Fed qui devraient être baissiers là pour la fin d'année. Et ça, par contre, c'est plutôt positif. Et c'est pour ça que le marché réagit plutôt bien aussi par rapport à ça. Après, pour se rassurer, il faut se dire que Trump, lui, son objectif, c'est d'avoir des marchés qui sont haussiers pendant son mandat. Plus les marchés vont être haussiers pendant son mandat, plus aussi il va être bien vu en fait par la plupart des gens. Du coup, son objectif, c'est pas d'avoir des marchés traditionnels qui chutent complètement, c'est pas d'avoir une économie à plat. Et donc même si, je pense, ça c'est mon avis perso, mais je pense que même si il prend des décisions parfois difficiles par rapport au marché, comme par exemple les frais de douane, qui facilitent pas du tout la croissance économique, et s'il voit que c'est trop compliqué et que il perd un peu le contrôle de ce qui se passe sur les marchés, et il va, comme il a fait actuellement avec la Chine, il a calmé le jeu avec les frais de douane pour laisser un peu respirer le marché, parce que sinon ça allait être très compliqué. Et du coup, il aura toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, où s'il veut mettre des mesures en place qui vont pas dans le sens des marchés, et s'il le fait, il aura des résultats derrière au niveau des marchés qui vont pas du tout être en sa faveur, et tout le monde va lui faire remarquer, et du coup, il peut faire machine un peu arrière, ou alors même négocier des trucs plus chill pour que les marchés se portent mieux. Bon, rapidement, avant de passer sur le commentaire du jour, tiens, je voulais vous passer ça, c'est trop intéressant, les gars, vous pouvez gagner de l'argent sans rien faire, juste en connectant votre Twitter. Je vous l'avais déjà partagé en décembre, un truc similaire, c'était Keito, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais en gros c'était un peu le même système, tu te connectais à Keito avec ton Twitter, et ça te permettait de récolter en fait des Keito, donc des tokens Keito, et quand ils ont fait leur airdrop, et du coup vous pouvez réclamer vos tokens Keito, et t'as rien besoin d'investir, t'as rien besoin de faire, à part de te connecter avec ton Twitter. Après si tu veux farmer la drop et avoir plus de tokens, du coup faut faire des tweets, qui sont en rapport avec les projets, tu mets des projets en avant, etc. Et selon ton nombre de vues, ton nombre de likes, aussi la pertinence de tes tweets, tu vas avoir de plus en plus de tokens qui vont être gagnés, et du coup tu pourras réclamer plus au niveau de l'airdrop. Mais du coup pour Keito, moi j'avais quasiment rien fait, je l'avais pas du tout fermé la drop, j'avais pas fait d'effort, mais j'avais quand même récupéré un bon 800 balles sur Keito en airdrop, donc c'était plutôt cool. Et là il y a un autre qui est, je pense, beaucoup plus prometteur, qui peut faire gagner plus, c'est Clout. Et c'est encore beaucoup plus early que ce que j'avais pu vous passer la dernière fois sur Keito. Donc ça peut grave avoir le coup. C'est un gros projet qui a lancé ça, c'est Fantasy, qui ont déjà fait pas mal de projets et qui du coup ont lancé Clout derrière, qui est en lien avec leur projet Fantasy. Donc voilà, si vous voulez, je vous mettrai le lien en description du site Clout pour vous connecter avec votre Twitter. C'est pas du tout une sponsor, c'est juste que je trouve ça intéressant et que je peux vous le partager, et au passage, vous pouvez gagner des clouts gratuitement, donc autant le faire. Et en fait, vous avez déjà accumulé des clouts sans le vouloir. C'est-à-dire, moi,
C'est-à-dire, vous voyez, moi, je me suis connecté peut-être début mai là, et en fait, en me connectant, bah, j'ai vu que j'avais déjà gagné genre une centaine de clous gratuits parce que en fait, mon compte, il avait accumulé tout seul depuis mars. Donc, vous pouvez checker de votre côté combien de clous vous avez accumulé. Et après, il va vous donner plein de stats, vous voyez, par rapport au nombre de vues, par rapport au nombre de tweets que vous avez fait, par rapport aux smart followers que vous avez. Il va vous mettre un peu tous les mots que vous utilisez le plus. Ce qui est trop intéressant aussi, c'est qu'il vous met votre expertise. Donc, par exemple, là, moi, je suis beaucoup plus sur le trading, la macro, ouais, les mêmes coins, les airdrops, les news, la DeFi, et par contre pas du tout IA, NFT, ou shitposting ou gaming. Et après, il y a votre cercle un peu Twitter autour de vous, voilà, qui sont dans vos abonnements, et vous avez vos tweets ici. Et ensuite, du coup, vous accumulez des clous au fur et à mesure. Et après, vous pouvez voir le classement. Vous voyez, le classement au final n'est pas si haut que ça. Vous voyez, le premier, bah, XBT, c'est le bot XBT qui a 1500 clous. Et vous voyez, moi, je suis à 107, 102, donc je suis pas si loin que ça. Alors, je suis 7500, ça paraît loin, mais comparé au nombre de gens qui se connectent, c'est pas non plus énorme. Et vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un compte hyper élevé. C'est-à-dire que moi j'ai 268 000 abonnés, c'est vraiment pas mal. Mais derrière, vu que je l'ai pas farmé, j'ai pas non plus énormément de clout. Et en fait, je connais des potes qui ont genre 2000 abonnés sur Twitter, ou même 1000 abonnés, et qui ont plus de clout que moi, sont plus hauts dans le classement, parce qu'en fait, ils ont plus farmé la drop. Donc voilà, suivant ce que vous allez faire, ça va plus vous monter en termes de classement. Donc n'hésitez pas à les check, je vous mettrai le lien en description, comme je vous le dis juste avant. Ensuite, je vais passer rapidement sur Femex pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Alors, c'est pas vraiment les trades que je voulais faire de base. De base, j'avais mis des ordres d'achat sur BTC pour rentrer en fait sur le niveau qu'on avait ici, donc des 87 000 quand il était, pas 87 000, mais plutôt 90 000, 91 000 pour choper le ruban, mais finalement ça n'a pas été le cas. Et là du coup j'ai enlevé un peu tous mes ordres, et pour l'instant tout ce que j'attends pour rentrer sur BTC, je ne vais pas me précipiter ici comme je l'ai expliqué avant, surtout on risque d'avoir pas mal de pièges jusqu'aux 100 000, même jusqu'aux 110 000 $, donc je ne me précipite pas. Tout ce que j'attends moi éventuellement pour rentrer, c'est un retour du cours sur les 93, avec, rappelez-vous, le gap CME qui est par ici, avec les zones de liquidation, plus la zone pivot des 92, plus le ruban qui pourrait venir à ce niveau. Donc ça pourrait être un niveau super intéressant à chercher ici. Mais si on ne veut pas le chercher, c'est pas grave. Je rentrerai pas dessus. Il y a d'autres opportunités là sur les mêmes coins, parce que, alors, j'ai fait un pari. Alors, c'est pas avec beaucoup d'argent. Enfin, tout est relatif, mais par rapport à ce que je pouvais mettre avant, ouais, on est sur du 1200, 1500, 400, 900. On n'est pas sur des énormes montants pour mon capital, je veux dire. Mais parce que aussi, ouais, c'est du levier sur les altcoins, sur les mêmes coins, donc c'est beaucoup plus risqué. Mais en gros, je fais le pari un peu, là, actuellement, à court terme, que les mêmes coins vont plus performer. Et vous voyez, ces trades-là, du coup, je les ai mis avant la vidéo, donc je les ai mis il y a quelques heures. Et vous voyez, ça performe déjà pas mal. Alors pourquoi? Parce que, rappelez-vous, quand on a eu le mouvement de BTC au niveau de septembre, là, fin d'année, novembre, décembre, quand on a décollé ici, qu'est-ce qui a le plus performé durant cette phase-là? C'est même pas les altcoins, c'est les mêmes coins. Et les mêmes coins, ils sont tous repartis super fort. Et on a eu un versement de liquidité sur les altcoins qui était énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que là, avec le rebond qu'on a de BTC, bah, ce qui est en train de le plus performer actuellement, c'est même pas les altcoins de nouveau, mais c'est les mêmes coins. Et je pense que ça va être du coup la même chose. Si vous voyez un BTC qui remonte à ces niveaux-là, bah, on va avoir les mêmes coins qui vont reperformer de la même façon qu'on a eu ici. Ça paraît assez logique. Et pour l'instant, on n'a pas eu encore grand-chose. Vous voyez, si on va sur CoinMarketCap, vous pouvez aller ici et en fait, vous avez la capitalisation boursière des mêmes coins globales. Et on voit que ouais, actuellement, on n'est pas très haut, on a 51 milliards, et au plus haut, on est monté à 112 milliards. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'avant que les mêmes coins pètent, donc on était en octobre, là, septembre-octobre, et bah oui, on était à 50 milliards. Et boum, on a pété à 100 milliards. Et là, tous les altcoins, ils avaient fait, alors c'est x2, vous voyez, sur le market cap total, mais sur plein d'alcoins, on faisait des 300, 400, 600, 1000%, c'était n'importe quoi. Et là, on est complètement descendu, et vous voyez, on a encore de la marge, quoi. On est encore au même niveau que ce qu'on avait ici. On n'a pas eu encore l'énorme pump. Et du coup, moi, je mise un peu là-dessus. Mais vu que c'est très risqué, bah voilà, c'est pour ça que je vais pas mettre tout mon capital dessus, et je vais mettre plutôt des petits trades par-ci par-là pour voir un peu ce que ça donne et y aller progressivement. Et en fait, quand je vois, par exemple, vous voyez, regardez le Brett là, ouais, la chute qui s'est tapée et la mise au plat qu'il a fait, et ouais, là, le rebond qu'il a, en fait, c'est comme un peu Ethereum. Il a une marge de manœuvre pour revenir en haut, mais qui est juste énorme. Ouais, la même chose pour lui là, où j'ai mis un peu plus de position, et d'ailleurs, c'est celui qui me paye le mieux. Parce que de même, regardez sa courbe, genre chute énorme, la mise à plat totale, et là ouais, on commence à faire une petite inversion de structure légère, et en fait si ça pète, même avec des petites positions comme ça peut être énorme. Et vous voyez derrière ce genre de structure là que moi je recherche dans ce style, avec des épaules, tête-épaule comme ça inversées, en plus là on casse le niveau qu'on a ici, qui est assez important. Donc voilà, à voir, j'en suis rentré dans quelques-uns, je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé. Après la majorité du temps, ce que je fais, c'est que je monte mon stop loss au-dessus de mon entrée, et en fait la majorité du temps, on vient chercher mon stop loss, du coup je perds rien. Mais derrière, s'il y en a un qui part et qui n'a pas le temps de vraiment retracer sur mon stop loss, ça peut dérouler, et après une fois que c'est parti, bah en fait, je peux choper le mouvement pendant pas mal de temps. Et en fait, le problème de ces trades-là, c'est qu'ils sont durs à mettre en place, parce qu'en fait, il faut les mettre en place quand on n'a pas envie de les mettre en place. C'est-à-dire que actuellement, le marché, il sort tout juste. C'est son premier rebond, en fait, premier vrai rebond, premier vrai retournement de tendance. Et du coup, tout le monde est un peu frileux, en fait, pour rentrer. Et c'est souvent dans ce moment-là où il ne faut pas être frileux, il faut poser les couilles sur la table un peu, parce que c'est ce moment-là où, en fait, il faut se dire, vas-y, je rentre, parce qu'il y a peu tout qui est ouvert.
mais on n'a pas envie parce qu'on a connu voilà, toute la baisse qu'il y a eu ces derniers temps. Et là, vous voyez, sur les 3 derniers mois, moi, franchement, j'ai fait une grosse pause où je me suis mis en dehors un peu de tout. Vu que les marchés étaient vraiment pas ouf, ouais, j'ai pris des belles claques. Du coup, je me suis mis en dehors. J'ai attendu que ça passe. Là, la tempête est plus ou moins passée. On commence à avoir de nouvelles choses intéressantes. Du coup, hop, c'est le moment où moi, je me remets dessus à fond. Donc, voilà pour ça. Là, pour ceux qui demandent, d'ailleurs, je suis sur Femex. Si jamais ça vous intéresse, pareil, toujours pareil, si vous voulez tester le trading, n'hésitez pas. Vous avez toutes les plateformes en description, que ce soit ZoomX, Blowfin, Femex. Vous avez tout ça juste en dessous. Et on finit avec le commentaire du jour de Tarek Knut Tricia 4096 qui me dit: franchement, les rares dernières vidéos sont décevantes. Elles n'apportent pas de vraie valeur ajoutée. Tu répètes les infos qu'on peut trouver partout sur Internet. On sent que la motivation n'est plus là, comme si tu avais tourné la page et que tu faisais plus ça pour aider ta communauté. Dommage, beaucoup de gens ici comptaient sur toi, mais tu as abandonné ta communauté en période d'incertitude, mais on a dû aller chercher ailleurs de l'aide et de réconfort. Bonne continuation dans tes projets perso. Bon, merci pour ton retour et ton commentaire. Du coup, je t'ai répondu en dessous. J'ai dit merci pour ton retour. J'étais moins présent car le marché était moins intéressant. Je ne voyais pas trop l'intérêt de faire des vidéos alors que je n'avais rien de nouveau à dire. Bon, ça, c'est un peu le problème, je trouve, qu'on a dans notre écosystème de création de contenu. C'est que parfois, on va faire du contenu, pas parce que il y a besoin de faire le contenu par rapport au marché ou par rapport au fait qu'il y a des choses à dire, mais parce que on a cette pression-là de se dire: ah, est-ce que les gens vont continuer à me suivre, est-ce que les gens vont pas m'oublier, et du coup on va faire du contenu alors qu'en fait il n'y en a pas vraiment besoin. Et ça m'est déjà arrivé, parce que je pense que ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé dans le passé, les premières années, que ce soit en 2021, 2022, des fois je faisais du contenu alors que moi-même, je me disais, bon, je fais du contenu plus pour faire du contenu, mais en réalité, là, il n'y a pas grand-chose à dire sur le marché. Moi, j'ai changé ma perspective par rapport à ça. Parce que j'essaie de vraiment pas mal me détacher des réseaux où je veux pas être dépendant en fait de ma chaîne YouTube, je veux pas être dépendant de mon Twitter. Je veux pouvoir, si demain j'ai envie d'arrêter ma chaîne YouTube ou mon Twitter, j'ai envie de pouvoir le faire sans aucun problème. J'ai pas envie d'être dépendant de ça parce que je pense que c'est pas quelque chose, je pense que c'est quelque chose de super enrichissant d'avoir des réseaux sociaux et de partager son contenu et d'échanger par rapport à ça. Mais de devenir dépendant de ça, en fait, je pense que c'est plutôt un désavantage. Et du coup, moi, je passe plus maintenant sur la perspective de me dire, bah, je suis ce que je fais dans mes investissements, tout simplement. Bah, les moments où je suis beaucoup plus présent dans mes investissements, dans mes trades, etc., eh ben, je vais l'être aussi dans ma création de contenu. Inversement, quand je veux prendre du recul sur le marché et je vais me mettre un peu en dehors du marché, eh ben, je vais faire pareil sur les réseaux. Je vais me mettre aussi en dehors sur les réseaux. Parce que j'ai pas envie de me forcer à faire du contenu sur les réseaux, alors que je suis en dehors de ça dans mes investissements perso et en trading aussi. Et c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure strat en fait pour les réseaux, parce que les réseaux ont toujours besoin de contenu régulier quoi qu'il arrive. Mais pour moi personnellement, c'est la meilleure strat. Et pour vous aussi finalement qui regardez des vidéos, c'est aussi la meilleure strat, parce qu'en fait parfois que je vous sorte du contenu alors que j'ai rien d'intéressant à dire et qu'il n'y a rien d'intéressant sur le marché, bah en fait ça va plus vous desservir qu'autre chose, je pense. Mais c'est vrai que j'avoue que ouais, le dernier mouvement de BTC, je l'ai peut-être pas assez couvert, parce qu'en fait j'étais parti en vacances, comme je l'ai dit dans la vidéo avant, j'étais à Tenerife pendant une semaine et j'ai pas eu de chance, c'est tombé pile pendant 10 jours, et c'est tombé pile la période où BTC boum commençait à repartir, repasser au-dessus du ruban. Et en fait moi là les derniers mois j'étais pas mal en dehors de tout ça parce que je voyais bah, que le marché se pétait à la gueule et que c'était vraiment pas beau et que ça allait continuer, et du coup ça va rien de persister, et moi j'étais pas dans l'optique de shorter le marché. Du coup j'étais plus en mode vas-y, je prends du recul, je me préserve, je vais faire d'autres choses et ensuite je reviendrai quand le marché sera de nouveau intéressant. Et c'est au moment où on est repassé au-dessus du ruban, quand on a commencé à faire le break, où là je vous ai sorti une vidéo en disant c'est hyper intéressant, et c'est malheureusement juste après où je partais en vacances, du coup j'ai pas pu suivre ce mouvement là. Mais bon, là je suis revenu, du coup là je me remets à fond parce que voilà, ça redevient intéressant. Et comme j'explique après, ouais, je follow pas, et comme j'explique après, ouais, je suis pas mal le marché. S'il me donne rien d'intéressant, je force pas. Par contre, s'il y a du nouveau, je serai le premier à charbonner à vous sortir une vidéo par jour. Rappelez-vous, en novembre-décembre, il y avait énormément de choses à faire, le BTC faisait que monter, et ben je vous sortais une vidéo par jour, c'était 10 tweets par jour, parce qu'il y avait trop de trucs à dire, il y avait trop de trucs à faire, et c'était plein d'opportunités. Et après, bah, j'ai complètement calmé parce que ça a été beaucoup moins. Et là, c'est en train de revenir, donc de nouveau, je vais revenir aussi. Et après, il y a quelque chose, alors ça, j'aimerais bien avoir votre avis. Tu me dis, elle n'apporte plus de vraie valeur ajoutée par rapport du coup aux vidéos. Et du coup, je t'ai demandé quel contenu dans la vidéo n'apporte plus de valeur ajoutée pour toi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui était comme valeur ajoutée avant et qui l'est plus maintenant. Parce que j'ai l'impression qu'on est... de toute façon, c'est obligé. On est toujours obligé de... Enfin, moi, je me sens toujours obligé mais même pour moi-même, d'améliorer mes connaissances, d'améliorer mes analyses et d'aller toujours vers plus de compétences par rapport à ce que j'interprète et ce que je vous donne en vidéo. Et je vois l'évolution de toute façon. Quand j'ai commencé les vidéos en 2020 puis en 2021, j'avais tellement peu de connaissances comparé à après, quand je me suis tapé le bear market en 2002, puis 2023, et puis là avec un nouveau bull run 2024, etc. etc. Et plus j'avance, plus j'apprends aussi. Et avant, il y a même pas 6 mois de ça, bah, je vous faisais très peu d'analyse macro.
j'allais très peu sur tout ce qui était funding, open interest, les liquidations, etc. Et j'étais beaucoup plus sur de l'analyse de tendance, de l'analyse de structure de marché, de support, résistance, etc. et d'indicateurs, et beaucoup moins sur le reste. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'on vous a quand même passé un step au-dessus, où moi, maintenant, j'ai des rédacteurs qui vont chercher en fait les analyses data on-chain, donc tout ce qui est Glassnode, etc., les whales, donc tout ce que je vous ai montré dans la vidéo d'hier, que je t'invite à aller voir, où on a des analyses assez poussées au niveau on-chain. Et derrière aussi, on fait un effort sur la macro US, comme j'expliquais là au niveau des FOMC, toutes les datas qu'on a au niveau de l'inflation, tout ça, qui sont hyper importantes, et que maintenant, je prends vraiment en compte, parce que je m'aperçois, à l'époque, je m'en rendais moins compte, j'étais moins là-dessus parce que je me disais, bon, ça a moins d'importance par rapport au marché, mais aujourd'hui, je trouve que c'est essentiel en fait. Et on est obligé de se pencher sur ce sujet-là pour comprendre comment se développent les marchés actuellement, surtout au niveau des cryptos. Et après aussi, maintenant, les compétences que je me suis ajoutées là, par rapport aux 6 derniers mois, même à la dernière année, au niveau du bullrun, c'est tout ce qui est funding, open interest et liquidation. Voilà, tous ces indicateurs à court terme que je n'utilisais pas avant, tous ces data à court terme que je n'utilisais pas avant, qui sont aussi, je trouve, hyper pertinentes. Et après, pour la motivation, ça aussi, je suis d'accord. En fait, la motivation, ça peut jamais être constant. C'est-à-dire que tu peux jamais avoir une motivation qui est en croissance constante où tu es toujours motivé, quoi qu'il arrive. C'est pas possible. Et en fait, à chaque fois qu'on a le marché qui nous donne un faux espoir et qui fait des rebonds là, comme on a eu de janvier jusqu'à maintenant, jusqu'à avril, et ben ta motivation, forcément, elle en prend un énorme coup. Et en fait, moi, ce que je retiens de mes 7 ans dans les cryptos, c'est que quand tu es dans une phase comme ça, et que tu lâches pas, et que tu persévères, et tu dis, bon, allez, vas-y, on va revenir, tu vas juste faire de plus en plus d'erreurs, parce que tu es plus dans quelque chose où tu vas te forcer que dans une réelle motivation. Et du coup, tu vas faire plus d'erreurs. Et surtout, quand le marché va repartir, quand tu auras de nouveau du vert qui va revenir, et ben, tu ne seras pas prêt mentalement. Tu seras encore dans le truc d'avant où tu as lissé pas mal de plumes. Et du coup, la meilleure chose à faire, et moi ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre du recul, comme j'ai fait les derniers mois, là, les dernières semaines, et ensuite revenir frais. Et moi, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et ça marche trop bien. Et c'est ça, je ralentis la cadence pour me recharger et revenir plus fort quand ça repart. C'est ce qui marche le mieux pour moi et pour la plupart des gens aussi, je pense. On ne peut pas toujours être à fond pendant des années. C'est pas possible. Bon, pour finir là-dessus, je pense un peu le message de fin. Je pense que j'ai changé un peu de. Alors peut-être j'évolue aussi avec le temps, mais j'ai changé un peu de perspective que j'avais avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, j'aime vraiment mes investissements, mes diversifications que je suis en train de faire dans l'immobilier, etc. J'avais peut-être une dépendance, je pense, à l'époque avec les réseaux en 2021, où je suis monté en même temps avec mon capital crypto et les réseaux. Et du coup, j'avais ce truc de me dire, il faut toujours que je donne du contenu, quoi qu'il arrive, pour pas perdre la cadence. Mais aujourd'hui, j'ai plus cette chose-là. Et je pense que c'est positif. Parce que je suis beaucoup plus dans l'optique de vous partager mes plans, mes analyses, ce que je fais au niveau de mes investissements, que dans l'optique de performer sur les réseaux, essayer de faire des stats, essayer de garder la communauté active. Et du coup, je sais que même si c'est pas forcément la meilleure strat à faire pour développer ces réseaux, je sais que c'est la meilleure strat à faire pour mes investissements et donc pour vous aussi qui suivez un peu ce que je fais. Mais bon, je suis ouvert au débat, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à passer en description, je vous mettrai l'airdrop qui est vraiment intéressant. Vous pouvez choper des tokens gratos, donc ça peut avoir le coup au niveau de Clout. Et je vous mettrai aussi Patreon Trading, Glowfin, Zoomex, Femex, etc. comme d'habitude. Je vous laisse là-dessus et moi je vous dis à plus. Ciao!